Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous ai fait entrer dans la session du temps déjà pour attendre ceux qui sont en train d'arriver pour leur lunch. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Je m'excuse, je suis dans un congrès sur justement H-Tech, justement la technologie et la vieillesse. Fait que je dois vous parler des congrès. Fait que si jamais vous ne m'entendez pas bien, juste à me faire savoir. Si jamais vous voulez, hein, comme d'habitude, que je ralentis mon rythme de parole, faites-moi le savoir. On va attendre 2 minutes supplémentaires. Vous êtes correct avec ça. Ça va, Cynthia? Léane, comment vas-tu? Bien, toi? Très bien, merci. Moi aussi, ça va très bien. Ouais. On se remet, Lynn, de la marche du 1er octobre? On se prépare pour celle de l'année prochaine? Exactement. C'est un peu ça qu'on fait. Exactement. Ben, nous aussi, c'est déjà en train de discuter comment on va pouvoir s'aligner pour l'année prochaine. Salut En Sophie. plein ça. Salut Marie-Ève. Donc, comme je disais tantôt, ceux qui viennent d'arriver, si jamais vous avez besoin, je parle plus fort, plus lentement, justement de faire savoir. Je vais parler des congrès, fait que ça se peut que vous attendiez un écho. C'est pas mal l'endroit le plus silencieux que j'ai pu trouver, là. Salut Jonathan. Bon, on va commencer, puis les autres, au fond, ils vont pouvoir se joindre à nous au fur et à mesure. Euh, Comme d'habitude, nos midis causeries, nos midis innovations sont enregistrés et seront publiés sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vos collègues qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, on va pouvoir vous partager le lien de la chaîne YouTube. Mais également, ce qui concerne l'ISA, le laboratoire d'innovation en santé des aînés, si jamais vos partenaires, collègues ou d'autres membres de votre équipe veulent avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de prendre des rendez-vous avec vous pour des rencontres individuelles en personne ou virtuellement, tout dépendant d'où est-ce que vous êtes situé. Marie-Ève, tu as une question? Oui, ben, est-ce que je suis filmée en train de manger puis que ça va passer sur YouTube après? Ça va passer sur YouTube. Fait que si tu ne veux pas qu'on te voit en train de manger, tu peux fermer ta caméra puis la rallumer de temps à OK, autre. d'accord. Je m'excuse, je vais fermer ma caméra le temps que je mange, Bien, il n'y a d'accord? pas de problème. Euh, Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main ou à les écrire dans le chat aussi. Je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Donc, écoutez, je me présente. Mon nom est Louis Segovia. Je suis coordonnateur du LISA à la Fondation Arche. Euh, le but des innovations, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que le LISA, comment le LISA évolue et qu'est-ce que ça apporte autant comme intervenant, comme équipe d'organismes communautaires, publics ou privés, mais aussi comme citoyen. On rappelle justement les midis, parce qu'on a les midis causeries, les midis innovation, puis les midis habitat, sont pour tout le monde. Donc, si jamais vous avez besoin d'une discussion un petit peu plus poussée que côté clinique, n'hésitez pas à m'en faire signe, ça va faire plaisir de vous contacter. Avant d'aller plus loin, j'aime bien faire un rappel sur ce que la Fondation Âge est. Et je vous invite justement en rentrant de me marquer dans le chat, au fond, de quelle région vous êtes. Vous êtes intervenant, citoyen, coordonnateur, directeur. Ça m'aide à savoir justement le type de clientèle de participants qui se présentent au milieu d'innovation. Puis je fais toujours un petit rappel au fond sur les 4 axes d'action de la Fondation Âge. Je sais ici, je vois quand même des partenaires et des équipes de gestion sociale, mais si jamais il y a des gens de la communauté, je fais une présentation rapide des 4 axes de la Fondation. Puis si pour certains d'entre vous, c'est nouveau, ben, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, à la Fondation, nous avons 4 axes d'action que nous sommes fiers d'avoir éclaircis. Premièrement, il y a évidemment le déploiement des équipes de gériatrie sociale. Nous en avons actuellement plus qu'une vingtaine partout au Québec. Donc, les équipes de gériatrie sociale sont composées par des intervenantes. Je suis plus souvent dire intervenantes parce que, à part Jonathan et un autre de nos collègues, je pense que c'est pas mal des femmes. Donc, les intervenantes qu'on appelle navigatrices en gériatrie sociale. Leur rôle est de développer justement un réseau de partenaires communautaires, publics et privés pour pouvoir accompagner les aînés dans la recherche de réponses aux besoins ou d'accommodement aux besoins qu'ils vivent. Et donc, c'est ça qu'une navigatrice peut faire. D'ailleurs, les navigatrices présentes, si je dis quoi que vous dites comme ben non, c'est pas ça pour tout qu'on fait, ben mettez-moi à jour, je suis toujours prenant pour changer mes informations. Donc, les navigatrices ne vont pas remplacer les intervenants déjà sur place, c'est plutôt de créer un partenariat clé avec tous ces intervenants, que ce soit des intervenants de Pop Roulant, des centres d'action bénévole, des IDMAP, des intervenants qui cherchent dans les milieux de vie tels que les RPA, les OBN d'habitation et les coopératives d'habitation. Ça, c'est le premier axe d'accès. Le deuxième est le LISA, pour lequel on met le MIDI Innovation. Donc, le LISA sert à trouver des solutions lorsqu'un besoin n'est pas établi ou lorsqu'un besoin n'est pas adapté. La beauté en ce qui concerne les équipes de gestion sociale et les projets d'ILISA, c'est qu'il faut que ça émane
de la communauté. Donc, c'est lorsque des membres, des partenaires aînés ou des partenaires intervenants nous disent « Hey, il y a un besoin qu'on aimerait ça travailler », c'est là qu'on peut discuter avec eux et d'autres partenaires pour développer ces projets. Le dernier mois, nous avons vu nos deux projets les plus matures, qui étaient justement l'équipement adapté à la mobilité, et nous avons vu également les projets Nutriage. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans le LISA deux autres projets, soit la collaboration avec les paramédics, ainsi que le dépistage de fibrillation auriculaire. Le troisième axe est notre lutte contre la littératie. Jusqu'à là, mon ton est correct? C'est pas trop vite? Je vous regarde, Lynn, Cynthia et Sophie. Là, surtout Sophie, ça me dit, je fais de quoi? Je vois ton nom verbal. Fait que, on fait la lutte aussi contre la littératie avec un site. Oui. C'est un peu rapide. Pouvez-vous ralentir un peu? Bien sûr, Ghislaine. C'est ça que j'ai besoin que vous me dites. Si c'est trop vite, pas assez vite, pas faire. Oui, je vais faire de mon mieux, Ghislaine, pour pouvoir diminuer mon rythme. Donc, le troisième projet qu'on fait, le troisième axe d'action, est le site Agir pour bien vieillir que nous avons ici, qui a été mis sur pied justement par divers partenaires scientifiques. C'est un site qui est mis sur pied pour les aînés, les proches aidants et les intervenants. Donc, toutes les actions de la Fondation Âge, dont le site Agir pour bien vieillir, c'est des sites gratuits, des services gratuits. Donc, si jamais vous voulez les consulter, intervenants, proches aidants et aînés, c'est agirpourbienvieillir.com, mais vous trouvez aussi un lien à partir du site de la Fondation Âge. Et le quatrième axe d'action est la participation citoyenne avec le mouvement Habitat de notre collaboration avec l'organisme 1 FOMEL, d'où nous avons différentes activités, dont celle que je parlais au début avec Lynn, qui est la plus connue, et la marche Agissons ensemble pour le Musée des aînés, qui a fêté cette année notre 5e édition. Donc, nous sommes déjà en préparation pour 2026. Cette année, nous avions Montréal, Québec et Témiscamingue, puis là, nous allons voir qui pourra se joindre à nous pour 2026. Est-ce qu'il y a des questions concernant les 4 axes d'action de la Fondation Âge? Non, content que les navigatrices vous me disent non. Bon, sinon on aurait un petit problème. Pour les autres, si jamais il y a de quoi vous voulez avoir d'informations, ça veut nous dire que c'est parce que comme ça, je l'avais compris, bien, ça me fait plaisir de prendre ça avec vous. Aujourd'hui, au fond, je vous parle du LISA, évidemment dans les mises d'innovation. Petit rappel sur le LISA, je ne vous fais pas des présentations exhaustives. L'objectif des mises d'innovation va être surtout de, oui, vous faire une présentation des projets, mais je veux surtout discuter avec vous de ces projets-là, comment vous les voyez, les questions que vous avez autant dans mon rôle d'intervenante, de coordonnatrice dans une MRC, de citoyen, citoyenne ou de proche aidant aussi. Donc, le LISA pour le laboratoire d'innovation en santé des aînés, notre objectif au LISA, c'est assez simple, créer des trajectoires de soins novatrices pour maintenir l'autonomie et prévenir le vieillissement accéléré des aînés, mobiliser de nouveaux acteurs, que ce soit des paramédics, des organismes sociaux, des coopératives, des MRC, des entreprises privées. Souvent, on parle des PME technologiques ou des centres de recherche de l'Université Laval. C'est de pouvoir avoir tous ces partenaires-là pour s'assurer qu'au fond, les projets qu'on met sur place, mais surtout la trajectoire d'accompagnement de ces projets soit optimale pour l'usager, l'aîné, mais l'usager aussi proche aidant, pour nos collègues intervenantes qui participent dans les équipes de gestion sociale, mais aussi pour les partenaires qui vont s'impliquer dans ces projets. Donc, au fond, que tout le monde puisse y voir un gain sans se sentir opprimé ou délaissé dans ce cas-là. Ghislaine, est-ce que le ton est correct ou vous voulez que je ralentisse? Vous pouvez ralentir encore un peu si ça va aux autres, là? Oui, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, jusqu'à date, c'est les 2 premiers objectifs pour les LISA. On a également comme objectif au LISA de favoriser l'accès aux services adaptés à l'échelle locale. Souvent, quand je parle dans mon langage clinique avec mes collègues, c'est ce qui est bon, disons, dans une région rurale telle que le Granit, il faut s'assurer que ça soit aussi bon dans une région urbaine telle qu'à Longueuil ou telle qu'à Saint-Laurent, à l'île de Montréal. Est-ce que ça va être aussi bon si on le réplique au Témiscamingue aussi? Donc, l'accès de service, ce n'est pas juste de dire, bon, ben ça fonctionne, c'est la solution parfaite, idéale pour tout le monde. Non, c'est de voir comment l'adapter à chaque région où est-ce qu'on veut développer le projet. C'est dans le même principe que les équipes de gestion sociale se développent aussi, parce que chaque équipe de gestion sociale doit refléter sa communauté dans laquelle elle évolue. Cynthia, Sophie ou Marilyn, que je vois à mon écran, ne vont pas avoir la même approche dépendant de leur région. C'est tout à fait correct. Il faut surtout que l'aîné, avant tout, se sente à l'aise dans les discussions qu'il peut avoir avec les équipes de gestion sociale, puis dans les projets du LISA qu'on va développer. C'est également aussi le LISA d'activer et diffuser les connaissances pertinentes en santé des aînés. Donc, l'année passée, la Fondation a touché 10 700 aînés
proches aidants et intervenants. Donc, c'est de savoir justement de mettre à profit de ces apprentissages, de savoir que chaque personne, c'est des données importantes, différentes, mais qu'il faut maintenant, puis il faut justement s'assurer qu'on puisse répondre le plus un projet évolue au plus de nombre de personnes adéquatement. Et évidemment, valoriser l'expertise terrain et la participation active des personnes aînées dans la conception des solutions. On se vante à la Fondation de dire justement que l'aîné n'est pas juste l'usager qu'on accompagne, l'aîné, c'est justement le principal acteur dans l'accompagnement qu'on offre en génétique sociale. D'ailleurs, les équipes de génétique sociale, lorsqu'ils rencontrent un aîné dans l'encadrement l'accompagnement en génétique sociale, c'est de s'assurer que l'aîné est consentant pour qu'il puisse rencontrer l'intervenant, mais il est aussi consentant pour qu'on puisse partager les informations qui vont nous faire part à nos collègues qui vont pouvoir l'accompagner. Donc, c'est toujours de mettre l'aîné avant tout, toujours dans ce qu'on aime appeler un objectif final d'avoir de l'empowerment ou d'habiliter l'aîné à pouvoir justement être maître de la navigation qu'on va faire au sein de notre réseau de partenaires. Jusqu'à date, Lynn, les autres intervenantes que je vois, est-ce que ce que je vous décris sur Lisa, c'est quelque chose que vous reconnaissez? Camille, tu avais une question ou un commentaire? C'est une erreur, désolé. Parfait, merci. Et donc, ce qu'on veut chercher avec le LISA, ça, je vais le passer parce que, comme je dis, ce n'est pas de vous faire une présentation exhaustive, c'est d'aller voir justement quels projets vont s'adapter selon les besoins. Comme je vous dis, le mois passé, nous avons vu les projets équipements adaptés à la mobilité qui cherchent justement à donner une deuxième vie à des équipements adaptés à la mobilité qu'un aîné peut se trouver autant dans un Jean Coutu, un Walmart, Amazon, Medicus, mais qui ne peuvent pas nécessairement se le procurer, pour que la personne puisse justement maintenir son autonomie, diminuer le risque de chute et aussi pouvoir être davantage mobile dans sa communauté. On a vu également le projet Nutriage qui veut lutter contre la malnutrition et le risque de malnutrition des aînés. Justement, on va pouvoir vous faire, dès le mois de décembre, des petites nouvelles par rapport au projet Nutriage. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, dans notre site, nous avons le lien justement pour un extrait d'émission de l'épicerie où justement des aînés ont été rencontrés avec notre chère collègue Louise Lambert-Lagacé et notre fondateur, le Dr Stéphane Lemaitre. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est deux projets, le dépistage de la fibrillation auriculaire et la collaboration avec les paramédics. Avant de commencer le dépistage avec la fibrillation auriculaire, j'aimerais savoir justement pour les participants, puis là, c'est une question autant citoyen qu'intervenante, qu'est-ce que pour vous est la fibrillation auriculaire? Si ça vous a une idée, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Je veux savoir vraiment entre vous comment vous le voyez ça. Camille. Par la suite, Marie-Ève. Là, ça va être un petit peu injuste parce que je suis infirmière, fait que je connais un peu le diagnostic, mais c'est vraiment un trouble du rythme cardiaque là, qui va engendrer plusieurs autres problématiques. Fait que c'est vraiment une dysfonction du cœur qui fait en sorte que le pompage ne se fait pas adéquatement. Fait que ça peut être en fait, les personnes vont être à risque d'avoir des caillots, fait qu'autant des AVC. Donc, ça, c'est vraiment très pathologiquement parlant. Parfait. Merci, Camille. Marie-Ève, puis par la suite, Caroline. Mais moi, je suis complètement le contraire d'une infirmière, donc moi, je pensais que ça avait rapport avec les yeux. Fait que je suis bien C'est correct. contente de pouvoir en savoir plus, en fait, parce que je sais que je suis à côté de la plaque. Ben, dites-vous que justement, le but de mes innovations, c'est de présenter les projets, puis c'est de présenter justement ce qu'on veut combattre avec ces projets-là. C'est ne pas savoir ce que c'est la fibrillation auriculaire, je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé au LISA, j'ignorais extrêmement c'était quoi, puis c'est dû apprendre de mes collègues justement du Granit, de Stéphane Lemaitre, puis justement de la lecture, de la littératie qu'il y a. Fait que c'est correct, Marie-Ève, c'est justement la raison pourquoi tu es là aujourd'hui. Caroline. Ah, on t'entend pas, Caroline, ton micro. C'est ça, moi aussi, j'ai une formation, je triche un peu, une formation d'infirmière, mais ça a été bien expliqué tout à l'heure. C'est un problème du rythme cardiaque, c'est vraiment au niveau des deux ventricules. Et les professeurs nous expliquaient que c'est fébrile, la transmission électrique, là, ça amène toutes sortes d'impacts ou de possibilités au niveau. C'est un symptôme qui peut amener différentes urgences médicales, là. Ben, c'est parfait. Merci, Caroline. Ben, écoutez, vos réponses sont justement diversifiées et tout à fait adéquates dans ce qu'on va vous présenter. La présentation que je vais vous faire, c'est pas moi qui l'ai écrit de A à Z parce que je ne suis pas ni infirmier ni docteur, mais je l'ai fait en collaboration justement avec mon cher Stéphane Lemaitre, mais aussi la docteure Isabelle No. Donc, ça va être une présentation quand même assez simplifiée. L'objectif, c'est que tout le monde puisse par la suite savoir, c'est quoi la fibrillation auriculaire? Et de deux, c'est quoi le projet en soi? Donc, laissez-moi vous repartager mon écran. Et on va pouvoir commencer.
À tout moment, cette fois que je dis que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main. Comme je vous dis, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas médecin. Donc, ça se peut que je vous dise, écoutez, je vais vous revenir avec ça dans un autre moment. Fait que je vais prendre vos coordonnées puis je vais pouvoir vous recontacter par la suite. Ou on va pouvoir mettre une note aussi lorsqu'on va mettre l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Donc, le dépistage de la fibrillation auriculaire, le nom complet, on aime l'appeler, c'est le dépistage opportuniste de la fibrillation auriculaire en communauté. Donc, ça se passe dans l'action des navigatrices que je vous ai parlé au tout début, lorsqu'elles rencontrent un aîné pour X ou Y raison dans le cadre d'une alerte. Pour ceux qui savent pas une alerte, au fond, une alerte, c'est lorsque des membres de notre réseau de sentinelles font appel à une équipe de gérescience en disant Monsieur Segovia aurait besoin d'accompagnement. Il est d'accord que tu l'appelles pour établir un rencontre. Donc, dans ce cas-là, que ce soit Alexandra, Cynthia, Caroline, Marilyn ou Sophie, ils vont contacter M. Segovia pour dire on a reçu une alerte, comme quoi vous auriez peut-être besoin qu'on fasse une rencontre dans notre cadre d'accompagnement génétique social. Est-ce que vous consentez qu'on aille vous rencontrer chez vous? Oui, on va se rencontrer. Donc, c'est le départ, justement, quand je parle de trajectoire, c'est de comment les navigatrices entrent en contact avec un aîné. Là, les filles, puis Jonathan, si je dis pas que par rapport, ça fait quand même un bon 2 ans, je suis plus navigateur puis sur le terrain, fait que mettez-moi à jour là-dessus. D'accord? Donc, on disait que si un simple geste pouvait prévenir un AVC. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est le projet, c'est ce qu'on sait avec le projet. La fibrillation auriculaire est un trouble de rythme cardiaque fréquent, particulièrement chez les personnes âgées de 65 ans et plus, qui est souvent silencieuse et asymptomatique. Donc, il n'y a pas nécessairement de symptômes pour pouvoir le savoir. Donc, une personne pourrait, puis là, je ne veux pas alarmer les gens, mais une personne pourrait avoir la fibrillation auriculaire sans symptômes. Et c'est pour ça que justement les tests médicaux sont faits. Et c'est de là que le projet va commencer à se développer avec nous. Elle peut passer inaperçue pendant des années jusqu'à ce que, malheureusement, un accident vasculaire cérébral ou un AVC survienne. Pourtant, la FA multipliée par 5 le risque d'AVC, qui est un risque quand même évitable, et c'est pour ça qu'on a voulu qu'on commence à développer ce projet-là, à condition de le détecter à temps. Donc, la prévalence de la FA, donc souvent, vous allez m'entendre parler de FA ou de fibrillation auriculaire, c'est que ça touche 1% de la population générale. Ça peut affecter jusqu'à 10% des personnes âgées de 80 ans et plus. Les symptômes, comme je disais tantôt, jusqu'à 75% des cas peuvent être asymptomatiques. Là, les pourcentages, pour mes collègues qui sont infirmières, c'est ce qu'on a pu voir dans la littératie, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, ces pourcentages-là vont être mis à jour. Stacy, bonne question. Je te réponds par la suite. Donc, la détection soit tardive sans dépistage syndromatique, ça peut justement amener à des problèmes des AVC, des problèmes cardiaques ou d'autres anomalies cardiaques, comme mes collègues infirmières l'ont dit tantôt. Les manifestations, lorsqu'on peut avoir des symptômes, c'est des palpitations, donc en sensation de battement irrégulier ou rapide. Puis là, je vais faire une petite astérisque. Quand je dis ces manifestations-là, ça ne veut pas dire que ces cas de manifestations-là veulent absolument dire que vous faites une fibrillation auriculaire ou qu'il faut les avoir les quatre. Toujours, ce qu'on encourage comme conseil, c'est d'aller voir votre expert de santé, donc votre médecin. Mais je vais vous expliquer pourquoi on en parle quand même là. Donc, ça peut être des étourdissements, la fatigue persistante et des essoufflements, même au repos ou à l'effort modéré. Donc, les solutions qui existent quand même déjà, ce qu'on appelle souvent des électrocardiogrammes ou des ECG mobiles. Stacy, tu as posé la question si on utilise cardiaque comme aussi pour procéder au dépistage à l'effort. Je te dirais que pour la phase 1 qui était au granit, je vais le discuter tantôt, c'était cardiaque qu'on utilise, mais là, on a changé pour un autre ECG mobile qui est d'origine canadienne. Donc, l'approche par rapport à ce projet-là de dépistage de la FA, c'est vraiment la proximité, la prévention, l'action communautaire. Ce qui, quand même, c'est des piliers qu'on utilise dans l'intervention en gériatrie sociale. Donc, c'est un peu la base sur laquelle repose la gériatrie sociale et l'accompagnement des navigatrices. L'important, c'est de savoir que les électrocardiogrammes mobiles comme Cardia, Cardiocom et Cynthia, il y en a plusieurs, sont disponibles dans les magasins, Amazon, toutes sources où il peut y avoir différentes technologies pour les aînés. Pour nous, l'objectif, ce n'est pas juste d'utiliser ces portes-là, c'est de mettre en place une trajectoire pour que l'aîné puisse être accompagné rapidement et de façon sécuritaire en cas d'un test positif ou d'un test nébuleux. Et donc, justement, ce n'est pas juste d'avoir acheté l'appareil. Pour nous, c'est vraiment une trajectoire qu'on a mis sur place avec les équipes de gériatrie sociale et nos partenaires qui sont souvent les 6 CIUS dans lesquels elles évoluent. Donc, on aime ça dire qu'un dépistage à temps, c'est une vie qui peut continuer autrement pour le dépistage à FA. Les restes d'une FA non dépistée, je l'ai dit tantôt, mais j'aime ça le répéter quand même, c'est des AVC, donc un risque multiplié par 5, des caillots formés par la mauvaise circulation du sang peuvent bloquer une artère au cerveau, comme l'avait dit tantôt Camille et Caroline aussi. Et c'est des AVC qui sont liés à l'assurance sont souvent plus sévères et invalidants pour la personne qui en subit un. Ces risques peuvent être également l'insuffisance cardiaque et des hospitalisations répétées si la FA
n'est pas dépisté et si la personne n'est pas prise en charge par des procédures médicales telles que des anticoagulants. Mais il y en a d'autres, puis aujourd'hui, je ne ferai pas la liste de toutes les procédures qu'un médecin peut faire parce qu'au fond, le rôle de la navigatrice dans ce projet-là n'est pas de donner le soin d'accompagnement à la personne, c'est plutôt de faire le dépistage. D'ailleurs, on l'a dit tantôt, mais on a des collègues en gérer sociale qui ont une formation d'infirmière auxiliaire, mais on a aussi des collègues qui ont une formation en travailleur social, criminologue aussi. Donc, la navigatrice, ce n'est pas elle qui va donner des soins de santé, mais c'est plutôt elle qui va faire des observations pour que justement les partenaires en santé puissent entrer en action avec l'aîné. Les filles, est-ce que je dis quelque chose que vous reconnaissez? Jonathan? Oui, parfait. Si personne ne me dit non, t'attends, je continue. Donc, ce qu'on veut faire aussi éviter avec la FA, c'est la mortalité accrue suite à des AVC qui, justement, peuvent être dommageants pour la personne. Ce qu'on utilise souvent là-dedans, c'est que, oui, on a des symptômes, comme on a nommé tantôt, qui sont des risques visibles, mais on a des symptômes aussi plus courants que les gens vont dire, ah, ben, j'ai le souffle coupé, c'est parce que je ne suis pas en forme, ou le bon vieux, c'est parce que je suis rendu vieux, donc c'est normal que j'ai un souffle plus coupé. Ce qui, c'est là, dans Gérer tout ça, c'est pas juste de dire, ah, ben, c'est pas parce que j'ai vu que c'est normal, c'est de voir qu'est-ce qui est un changement ou qu'est-ce qui est quelque chose, justement, qui est anormal par rapport à votre vieillissement ou vos comportements habituels. Et c'est là qu'on peut avoir aussi des risques cachés, des complications graves, comme je l'ai nommé, et on veut essayer d'éviter des AVC, des insuffisances cardiaques ou pulmonaires et la mortalité. Donc, pourquoi faire un dépistage préventif? On a vu que ça peut résoudre de 2 tiers le risque d'AVC avec un traitement adapté, que, encore là, c'est le médecin ou le expert de la santé qui va pouvoir prendre en charge. Ça peut offrir aussi une prise en charge rapide et sécuritaire de par la trajectoire qu'on est en train d'établir. Ça peut éviter les hospitalisations inutiles qui peuvent causer de l'anxiété, qui peuvent causer une autre dégradation ou un déconditionnement cognitif ou émotionnel de la personne. Et évidemment, on cible à améliorer la qualité de vie de la personne. Par ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, le slogan qu'on utilise à la Fondation H, c'est de donner de la vie aux aînés et non nécessairement de donner de l'année aux avis, c'est donc de donner de la qualité, de la dignité de vie aux aînés, justement, qui vieillissent. Jusqu'à là, est-ce que tout le monde me suit encore? J'ai perdu personne. Mes deux collègues, Caroline, Camille, puis les autres qui sont infirmières, je suis toujours dans le champ. Ou je suis toujours correct ou je suis dans le champ? Non. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avant de la présenter, excusez, c'est ce qu'on a développé à ce jour avec l'équipe de gestion sociale au Granit. Donc, justement, nos collègues Marie-Pierre et Stacy qui ont développé cela depuis 1 an avec la communauté Granit. Et pourquoi on vous le présente aujourd'hui, c'est que là, on a eu une entente, donc justement, il y a eu des articles récemment, qu'on a une entente à la Fondation H dans le programme Envisage pour pouvoir déployer davantage ce projet-là avec des partenaires technologiques, mais aussi pouvoir le développer dans 5 autres équipes. Donc, on a présentement le Grenette, on est en train de faire des démarches pour pouvoir le développer en Capitale-Nationale ainsi qu'à Laval, et il y a encore 2 autres équipes dans les équipes de gestion sociale qui pourraient se joindre à ce projet-là. Donc, la trajectoire se passe quand même assez simple, et là, je peux l'agrandir? Oui, je peux l'agrandir. Super. Donc, là encore là, mes collègues navigatrices, si je suis en chance que je vous ai, arrêtez-moi. Donc, la trajectoire se passe dans une trajectoire commune en génétique sociale. Donc, comme je dis, si l'aîné a été contacté par la navigatrice par justement une alerte et qui donne son consentement à faire une rencontre, que ce soit pour X, Y besoin. Bien, je dis X, Y, mais à vrai dire, on a des besoins qu'on appelle dans notre outil d'action qui est le NAD+. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le NAD+, je vous invite à suivre la formation Sentinelle, soit par votre équipe de gératrice sociale locale, ou on l'offre également en ligne dans le site de la Fondation H. Mais chaque lettre du NAD+, c'est un besoin que l'aîné peut avoir ou qui veut avoir de l'aide par rapport à la navigatrice. Donc, une rencontre se fait. La navigatrice va prendre par exemple Sophie Marcotte, qui rencontre un aîné à Saint-Laurent et qui lui explique, bien voici, on va se rencontrer, on va établir votre NAD+, ça nous aide à établir ce qu'on appelle le portrait de santé global de santé pour vous. Et une fois que c'est fait, cette rencontre-là, Sophie peut dire, on a un nouveau projet qu'on appelle le dépistage de la fibrillation auriculaire. On a des dépliants qui vont être offerts à l'aîné pour qu'ils puissent comprendre aussi. Puis Sophie l'explique, comme toute autre service de la gératrice sociale et de la Fondation Ange, ce dépistage-là est gratuit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si l'aîné dit, ben, écoute, oui, habituellement, ce que l'aîné va dire, ben, j'ai pas de symptômes de ça, mais en effet, vu que tu nous dis que ça peut arriver même si on est asymptomatique, donc on n'a pas de symptômes, tu peux le faire. Donc, Sophie, avec le consentement de l'aîné, puis je reviens sur le temps du consentement parce qu'au fond, à la Fondation, pour nous, c'est important d'avoir le consentement de l'aîné qu'on accompagne, de respecter son rythme d'action, mais aussi quand on va transférer des informations qui vont nous permettre de référer à nos partenaires, donc dans ce cas-ci, un expert de la santé, un médecin, c'est d'avoir son autorisation qu'on puisse partager ces informations-là qu'on va collecter. Jusqu'à là, ça va?
Les filles, je ne suis pas dans le champ avec ce que je dis. Non, good. Donc, lorsqu'on fasse le test, et ça pour le test, je vous le montre aussi. Tantôt, on parlait d'un cardia, je parle de Cardioca, mais j'en ai sûrement plusieurs d'entre vous qui se disent, mais c'est quoi ça? C'est cet engin ici que vous voyez à l'écran, si tout le monde le voit bien. Ce n'est pas plus gros qu'une carte de crédit. Donc, l'aîné, ce qu'il fait, c'est qu'il met ses pouces sur les deux zones blanches que vous voyez, puis en dedans de 60 secondes, on peut recevoir un résultat. Le cardia, oui, je l'ai dit tantôt, ça peut être acheté à vente libre, peu importe où, mais c'est important d'avoir justement nos travail Cardiacom parce que justement, ils nous garantissent la qualité d'équilibrage et des résultats que cet appareil-là va fournir. Il y en a qui vont vous dire, ah, ben tu peux avoir ton rythme cardiaque dans un Apple Watch, dans une autre montre Fitbit ou d'Action. Oui, mais ce n'est pas nécessairement la spécialité de ces outils-là. C'est là l'importance aussi. Je me permets de faire une petite parenthèse puis un éditorial. C'est là l'importance aussi de faire attention avec les technologies que vous allez utiliser. Je m'adresse surtout aux aînés citoyens et aux proches aidants, de s'assurer que ce n'est pas juste une technologie qui est juste un jouet en soi, mais que ce soit une technologie qui est équilibrée et qui est accompagnée dans le cas de Cardia et de Cardiocom aussi. Donc, on va retourner à notre trajectoire. Lorsque le test est passé, il y a 3 résultats qui peuvent sortir. Premier résultat, un rythme sinusal normal. Donc, la personne elle a un test négatif en lien avec l'AFA. Ça finit là. Une personne, après 2 mois, pourrait demander à la navigatrice, hey, on l'a fait il y a 2 mois, pour se le faire encore, ça ne te dérange pas? Oui, ça peut se faire parce que c'est pas parce qu'il y a 2 mois, il n'y en avait pas, que là, il n'y en aura pas. Il peut y avoir aussi possible FA ou une autre lecture non classifiée ou confuse. C'est marqué possible FA. En vrai, l'appareil dit test positif. Sauf que nous, on dit possible FA parce que ce n'est pas le test qui va vraiment décider si c'est positif ou pas. C'est là que la navigatrice va informer l'aîné. Écoutez, on va le transférer à notre partenaire, un GMF, donc un groupe de médecine familiale, ou à votre médecin de famille ou à votre médecin spécialiste en cardiologie si vous en avez déjà un, pour qu'il puisse justement vous rencontrer. On dit toujours en dedans de 14 ans, mais notre équipe au Granit nous avait dit que justement les rendez-vous se faisaient en dedans de 48 heures par les médecins parce qu'on avait établi en avant la trajectoire et la collaboration avec ce partenaire-là. Tu sais, quand je vous parlais justement de l'importance d'inclure des partenaires dans les visas, ben c'est pas juste de dire à la personne, ah, vous avez un test positif, bonne journée, bon week-end pour aller à l'hôpital. Non, on veut justement éviter d'engorger les urgences, puis on veut justement éviter que l'aîné soit anxieux en disant, je vais aux urgences, qu'est-ce que je peux faire? Donc, dans la trajectoire, le résultat est transféré au GMF, à notre partenaire de la santé, qui va rencontrer l'aîné. Puis c'est là, je peux vous donner différentes options, mais c'est l'expert qui va décider. Soit il fait d'autres tests plus poussés pour se confirmer qu'il y a une EFA, ou soit il commence un traitement anticoagulant. La façon comment le médecin va réagir, ça, je ne pourrais pas vous en parler parce que c'est vraiment chaque médecin qui a sa façon d'approcher. Mais nous, ce qui est important, c'est que l'aîné soit pris en charge, soit accompagné par un partenaire. Une fois que cela est fait, la navigatrice fait toujours un suivi. Au fond, après chaque rencontre, nos navigatrices font un suivi avec les aînés, s'assurer s'ils avaient compris leur rencontre, si tout se passe bien, si on a d'autres inquiétudes, si on a d'autres questions là-dessus. Puis en soi, la personne peut dire, ben, écoute, oui, j'ai un rendez-vous, je suis déjà pris en charge pour le médecin, on a un traitement qui a commencé, ou j'ai d'autres tests qui s'en viennent, mais oui, je suis pris en charge. Donc, comme je vous explique tantôt, ce n'est pas juste de dire à la personne, passons le test de dépistage EFA, puis bonne journée ou bonne continuité. C'est de s'assurer que la personne n'est pas laissée à elle-même, comme souvent c'est le cas lorsqu'on rencontre un aîné ou une aînée en gel social qui dit, je suis confus, je ne sais pas où aller, je ne sais pas vers qui me tourner. Est-ce qu'il y a des questions sur le trajectoire que je vous ai présenté jusqu'à présent? Oui, dans le fond, Oui. est-ce que c'est officiel que, voyons, est-ce que c'est juste avec le partenaire GMF ou bien si la personne a déjà son médecin de famille, on peut envoyer au médecin de famille directement? Évidemment que si la personne a déjà son médecin de famille, c'est encore plus facile. OK. Nous, on prend en sens, quand on met un projet au LISA, on prend en sens toutes les éventualités. Autant quelqu'un qui a déjà un médecin de famille, donc c'est le trajet le plus rapide, mais quelqu'un qui est orphelin dans le réseau de la santé, qui n'a pas de médecin de famille, bien, c'est pour ça qu'il faut être un partenariat avec un GMF. Tu sais, c'est justement, je suis dans cette éventualité-là. Puis, tu sais, jusqu'à date, j'ai vraiment banalisé le rôle de la navigatrice. Puis, parce que je t'en disais que la navigatrice, elle a différents types de formations. Donc, ce n'est pas nécessairement la navigatrice qui va prendre en charge l'accompagnement santé, l'épisage. C'est plutôt de l'accompagner dans les étapes suivantes et de s'assurer, dire, écoutez, si jamais, mettons un aîné pourrait dire, c'est pas encore arrivé, mais jamais un aîné, écoute, ça fait une semaine que je n'ai pas eu d'appel. Bon, bien, la navigatrice pourrait voir, écoutez, est-ce que vous avez bien reçu le test pour M. Segovia? Est-ce que c'est correct? Ah oui, écoute, on le contacte cet après-midi. Ça ne veut pas dire que justement la navigatrice n'est pas utile là-dedans, c'est elle qui, au fond,
ben, comme on dit, elle navigue avec l'aîné à travers justement les différentes étapes du projet. D'accord, merci. Parfait. Marie-Ève, je pense, avait levé ta main. Non. Ou c'était Camille? J'avais levé ma main, mais Marie-Ève, t'as comme répondu à la question que j'avais aussi. Ça m'amène quand même quelques questionnements pour la trajectoire de dépistage. Oui. Ma première question, puis c'est peut-être vraiment niaiseux, puis là, je suis peut-être trop dans mon rôle d'infirmière, mais tu sais, quand que le résultat sort possible FA, on serait comme vu, tu sais, dans le rôle de la navigatrice, on aurait le droit de nommer que la personne a une possible FA. C'est, tu sais, ou comment, tu comprends-tu ma question? Ben, au fond, quand on fait le test, j'ai dit que tu as le ECG, mais à côté, il y a ton cell dans celle qui participe au projet PREA sur votre tablette. Donc, le résultat, vous allez l'avoir sur la tablette. Fait que c'est sûr que toujours dans la transparence de ce qu'on fait, on explique à la personne le résultat qu'elle a eu. Mais c'est là qu'on va pouvoir, quand je dis qu'on a des clients qu'on va offrir aux navigatrices, c'est là qu'on va pouvoir expliquer, bien, possible FA, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez un FA. Tantôt, je vais vous montrer des chiffres par rapport à l'étude qui a été faite au Granite depuis un an, mais c'est jamais de cacher de quoi à l'aîné comme on le fait. Tu sais, moi, quand je fais un navigateur, puis je fais que les gens vous le font, c'est on va toujours vous donner l'information exacte, même s'il peut ne pas être agréable à voir. Fait que oui, si la personne elle a un test possible effort, on lui explique, vous avez un test de possible effort, voici les prochaines étapes. Donc, je vais transférer votre information, comme je l'ai expliqué, au GMF ou à votre médecin de famille pour qu'il puisse vous contacter et qu'il puisse faire des démarches plus poussées par rapport à ça. C'est bon, parfait. C'est bon? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la trajectoire? Parfait. Je vais juste enlever ça. Et donc, le dépistage, je l'ai dit tantôt, c'est assez simple. Ça se fait de façon avec le cardiocom. C'est du 30 secondes, mais des fois, si la connexion est moins bonne, ça peut aller jusqu'à 60 secondes. Si l'animal est détecté, tracé, transmis à un professionnel de santé, comme on l'a dit tantôt, pour une analyse. C'est pour ça qu'on dit les navigatrices en génétique sociale ne font pas d'évaluation dans leurs actions, même s'il y en a qui ont une formation en infirmière ou en infirmière auxiliaire, mais les navigatrices ne font pas d'évaluation. Et récolte des observations, récolte des données, et c'est là qu'on la transfère justement à un expert d'intensité, que lui va pouvoir faire des analyses plus poussées ou des évaluations selon son acte réservé aussi. Donc, quand on parle des chiffres, pour que je vous parle le projet, ça, c'est le chiffre du projet qu'il y a eu de 2024 au Granite. Donc, il y a eu 163 ECG réalisés sur à peu près 145-150 aînés. Parce que, comme je le dis, après 2 mois, un aîné peut demander à faire le test une autre fois, puisque c'est gratuitement, nous, on va pouvoir le faire avec la personne. Dans ces 163 ECG, il y a eu 45 cas potentiels. Donc, 45 cas qui ont été soit possible effort ou lecture floue ou lecture non comprise, qui ont été donc référés au GMF ou au médecin de famille des personnes qui étaient rencontrées par la navigatrice. Et dans ces 45 cas, 18 ont été confirmés une fibrillation auriculaire. Donc, c'est 18 personnes qui sont actuellement prises en charge par leur médecin de famille, soit par des anticoagulants ou par d'autres étapes aussi qui ont pu être faites. Donc, on est quand même content justement de dire qu'on a 11 des tests ECG qui ont été faits qui ont pu mener à une FA confirmée et donc à 18 aînés qui sont actuellement accompagnés au Granite par leur GMF ou par leur médecin de famille ou par un cardiologue aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ceux qu'on peut le voir depuis la semaine passée, on commence ce qu'on appelle la phase 2 du projet. Donc, on veut le mettre en échelle pour pouvoir voir comment ce projet-là va pouvoir se faire partout au Québec, peut-être même dans un objectif final que ça devienne une campagne nationale avec le ministère de la Santé, pour qu'on puisse justement aller prévenir plusieurs KFA et plusieurs situations aggravantes en ce lien-là. Évidemment, ce qui s'en vient dans la phase 2, puis ça, je vous donne, c'est pas nécessairement un scoop, ça fait partie de notre entente avec le programme à visage, c'est qu'on veut faciliter le transfert de l'information aux partenaires de la santé. Donc, on s'est associé avec justement Braver qui nous permettra de justement transférer ces informations-là avec un GMF de par justement leur interface. Puis là, je n'entrerai pas dans tous les détails de Braver, mais ça nous permet justement d'éviter que les navigatrices puissent transférer des informations de façon non sécuritaire. Donc, toujours, comme je disais au début, c'est toujours respecter le consentement de l'aîné, mais aussi respecter la confidentialité et les informations privées de la personne. Et ça m'amène à la fin pour le projet de dépistage de la FA. Je vais arrêter mon partage d'écran, savoir justement vos impressions, vos questions, autant les citoyens, les gens des MRC, les intervenants des coordinations. J'ai vu tantôt dans le clavardage Cathy, justement, qui nous dit si on est intéressé, parfait, Cathy, je te prends en note aussi.
On va pouvoir le faire justement pour la phase 2, comme je dis, 5 épiques, mais évidemment, notre objectif à la Fondation, c'est combien on peut mettre en échelle tous les projets qu'on est en train de établir. Par exemple, le projet d'équipement adapté à la mobilité, actuellement, nous avons 10 équipes qui participent aussi. Notre phase 2 du projet de triage, nous allons cibler 15 équipes de gestion sociale qui vont pouvoir participer à ça, mais là, pour l'instant, la FA, on cible 5 équipes parce que, comme je l'ai dit depuis le début, ce qui est important, c'est d'avoir le partenariat avec un GMF, les médecins de famille, et évidemment les 6 FIUS avec lesquels on collabore pour que justement tout le monde se dise comme, ben oui, c'est quelque chose d'important. On a les chiffres qui permettent de montrer justement l'avantage que ça a sur la communauté. Donc, allons-y. Mais tu sais, des fois, on sait que ces partenariats prennent du temps à être établis, mais on veut le faire de façon adéquate, pas juste créer un géant pierre d'argent avec ce projet-là. Lynn, question, commentaire? Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir plein d'affaires là, qui. J'ai de la difficulté à tout comprendre. OK. C'est Là, correct. C'est pour ça le mise en innovation. Là, ce que je comprends, c'est que si on voudrait mettre ça en action dans notre région, exemple, ça prend des navigateurs ou navigatrices. Est-ce que c'est nécessairement des infirmières ou du personnel médical? Non. Puis Non. après ça, Il y a certaines équipes qui ont recruté des infirmières auxiliaires, des infirmières, ce qui est tout à fait OK. correct, mais au fond, ce n'est pas un prérequis pour jouer le rôle de navigatrice ou navigateur, parce qu'au fond, la Fondation, avec nos collègues Élise, Isabelle et Stéphanie, justement, on accompagne les équipes et les intervenantes et intervenants à se développer dans leur mandat OK. aussi. Comme je dis tantôt, les navigatrices ne remplacent pas d'autres acteurs Non. clés. Fait qu'une navigatrice ne jouera pas le rôle d'infirmière. Puis on ne peut pas l'empêcher d'utiliser ses connaissances, mais elles savent qu'ils sont sur le terrain comme navigatrice. C'est une personne qui oriente la personne âgée qui a passé le test, j'imagine. Là, ça veut dire que la personne âgée qui veut participer à cette, pas une expérience, mais je ne sais pas comment on appelle ça, là, à cette chose-là, doit s'acheter l'appareil puis passer des tests, non? Non. L'appareil, au fond, toutes les équipes de gestion sociale vont être équipées de l'appareil, du logiciel Braver. Donc, chaque navigatrice, je vais prendre par exemple Marie-Pierre ou Marielle ici, va avoir son électrocardiogramme portable qui peut être utilisé auprès de plusieurs aînés aussi. Ah, OK. Ce que je disais tantôt, puis c'est peut-être moi qui ai causé la confusion là-dessus, Lynn, c'est que ces appareils-là sont quand même en vente libre. Si tu vas sur Walmart, Jean Coutu, Ouais, je l'ai vu. Amazon, on peut les acheter aussi. C'est juste qu'actuellement, mettons moi, que je vis à Laval, si j'ai un test positif FA, ben, je n'ai pas de trajectoire établie encore à Laval. On est en train de travailler, OK. mais si moi, je deviens anxieux, je vais aller à l'urgence. Cependant, à l'urgence, on me disait, est-ce que vous avez des symptômes? Je vais dire, non, mais j'ai ça qui me dit j'en ai un, ben, ça va être trop priorisé aux urgences, puis ça peut créer des frustrations, plus d'anxiété aussi pour les gens. C'est pour ça que c'est un projet qu'on fait attention d'établir les relations justement avec nos partenaires avant tout de pouvoir le déployer. OK. Bon, c'est beau. Je pense que oui, OK. C'est good. Mais tu sais, si jamais, Lynn, il y a d'autres questions, n'hésite pas. On Oui. est aujourd'hui là, mais du moment que C'est nous parce que tantôt. si on veut faire ça, mettons, dans notre région, ça prend comme des bénévoles, dans le fond, qui vont agir en tant que navigatrices, puis qui vont avoir des appareils pour aller vérifier avec les personnes âgées. C'est ce que je comprends un peu dans tout ça, là. Là, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je vais dire, ben, si jamais, justement, parce que je sais qu'on était mis quand même dans la fin, vous participez, vous avez participé aux interforums avec nous, vous avez participé à la marche aussi, au déploiement des mini-travaux également. Fait que, si le besoin de votre communauté est comme, hey, on veut investir davantage dans la sécurité sociale, ben, c'est de faire des démarches pour avoir une équipe de sécurité sociale autonome. Plusieurs régions actuellement au Québec ont fait des démarches individuelles, donc Brome-Missisquoi, justement, pour avoir une navigatrice. Et c'est là que nous, mes collègues, je nommais tantôt, Stéphanie, Isabelle et Élise, vont pouvoir accompagner la navigatrice dans le déploiement de son rôle et toutes les actions. On évitera aussi aux méthodes pratiques qu'on a par les navigatrices pour justement les aider à mieux performer à mieux justement être à l'aise dans leur rôle et mieux accompagner les aînés. Accompagner, oui. OK. Exactement. Bon, c'est bon. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? J'ai vu dans le clavardage, j'ai répondu à Stacy, mais si jamais les équipes de GS seraient intéressées pour participer à la phase 2, c'est simple, vous m'envoyez un courriel. J'ai vu que Cathy aussi était intéressée, puis on va pouvoir vous rencontrer dans les démarches aussi. Sachez que justement, comme tout projet qu'on met à la Olivia, on ne le fait pas tout seul, c'est pas moi tout seul. Il y a qu'il y a des rencontres qu'on a à avoir avec vos CSUS, vos partenaires en santé. J'ai Stéphane Lemay qui est toujours là pour rencontrer des personnes, parce que c'est pas moi le médecin, ça va être lui. Je m'appelle Isabelle aussi qui est là présente aussi. Ça nous aide à justement clarifier les attentes des
de chacun. Et pour les équipes qui vont vouloir s'impliquer, bien, je vous dis tout de suite, on va prendre le temps de discuter avec vous aussi parce que vous êtes les actrices sur le terrain, donc vous allez avoir des questions, des craintes, des hésitations. Le but, comme je vous dis tantôt, c'est que le projet puisse évoluer et que tout le monde se retrouve, que tout le monde se sente bien traité là-dedans puis bien respecté. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour le projet de dépistage EFA? Non? Parfait. Oh, Caroline? Une petite question, est-ce que dans les projets actuels, les GMF acceptent de recevoir des personnes qui ne sont pas de leur GMF comme tel? C'est ça la beauté du parrainage et de l'arrimage. Jusqu'à là, on a contacté, au Granit, c'est assez simple, c'est quand même une localité rurale, donc c'est un GMF, un CLC. Ah, c'est ça. Là, on s'en va à Québec. Avant d'approcher l'équipe de Québec, on a déjà rencontré justement les SUS de la capitale nationale. Sans rentrer dans les détails, ils étaient très heureux avec cette situation-là. Puis, c'est comme, pour notre part, ça peut se faire. Il faut justement établir la trajectoire de quelqu'un qui, justement, orphelin par un médecin. Donc, comment on peut le faire avec les 2 GMF qui sont proches de l'équipe du SABV à Saint-Roch. Donc, c'est là qu'on va justement pouvoir traiter, excusez-moi l'anglicisme, mais le back and forth de relations, puis d'établir les trajectoires, puis les parcours, comme je dis, où tout le monde va se sentir respecté. OK. Ça implique une rencontre, dans le fond, d'être reçu par un cardiologue ou un médecin de médecine générale? Excuse-moi, ça peut couper Si la personne teste positive, elle est reçue par un cardiologue, un spécialiste ou un médecin de médecine générale? Ça va être au début par quelqu'un de GMF, donc tout dépendant comment le GMF est formé, ça peut être un médecin, mais l'important, c'est qu'il va être pris en charge par un médecin et que par la suite, ça va pouvoir aller dans un peut-être référé en cardio. Oui, okay. Exactement. Merci, Cathy. Je te souhaite une bonne journée. Puis tu pourras voir, Cathy, aussi l'enregistrement sur YouTube. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Caroline? Oui, good. Merci. Encore moi. Est-ce qu'il y a des GMF partout au Québec? Parce que moi, j'ai pas, à ma connaissance, il n'y en a pas dans notre région. Fait qu'on fait quoi? Dans ce cas-là, je me dirais qu'il y a sûrement un CLSC ou un CIS ou un hôpital sur lequel on va pouvoir établir la relation. L'important, c'est que la personne puisse être justement reçue par un médecin en tout pour continuer, ce que je dirais, la première étape de prise en charge médicale. La première étape, c'est vraiment que la personne comprenne le projet, que la personne connaisse les étapes qui suivent, mais comme je dis, c'est l'accompagnement. C'est bon? Parfait. Je vais passer à l'autre projet, puis c'est correct, on a pris plus de temps pour le dépistage de l'AFA parce que l'autre projet est quand même assez simple. Je vous l'explique un instant. Que tout le monde voit mon écran? Bon, le projet, au fond, c'est collaboration avec les paramédics. Puis le contexte est assez simple, c'est que dans le contexte de vieillissement de la population, on voit une heure l'effort justement entre les différents acteurs clés que je vous ai expliqué au début de l'objectif d'une équipe de gestion sociale. C'est dans cet épisode-là qu'en 2021, on a débuté une collaboration avec des services préhospitalisés d'urgence, les paramédics, et celle de l'équipe de gestion sociale du Granit, du Haut-de-Yamaska et de et des Basques. Donc, au fond, c'est d'aller travailler avec nos collègues paramédics parce que d'autres voient des aînés qui n'ont pas le temps, mais c'est le meilleur que j'utilise pour qu'on comprenne, qui sont des abonnés des services d'urgence, des abonnés justement d'appeler les paramédics. Donc, on s'est vu que ces partenaires-là, souvent, ils rencontrent des aînés, c'est comme, ben, on ne juge pas que la personne ou la personne refuse d'aller à l'hôpital, donc on ferme le dossier, on passe à autre chose, mais la personne nous contacte. Donc, on se voyait là qu'il y avait un potentiel de personnes qui pouvaient être référées ou qui pouvaient faire des alertes pour les équipes de gestion sociale, pour que les équipes de gestion sociale puissent justement collaborer avec les paramédics afin d'aider la personne de trouver d'autres solutions aux besoins ou de voir comment ils peuvent être accompagnés dans le cadre de gestion sociale. Je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, mais quand on déploie une équipe de gestion sociale dans un terrain, bien, on a une collaboration avec le CIUS local. Et cette collaboration amène que le CIUS déploie ce qu'on appelle une ressource clinique. Ça peut être une infirmière, une travailleuse sociale, une spécialiste en activité clinique qui va pouvoir collaborer avec l'équipe de gestion sociale, donc les navigatrices, dans l'exécution des alertes qu'ils reçoivent. En fond, c'est de discuter cliniquement sur monsieur, madame XY qu'ils ont rencontré dans le cadre de leurs actions. Et donc, c'est là qu'on peut avoir justement quelle direction, quelle orientation prendre pour l'accompagnement supplémentaire de la personne. Et c'est donc que là, dans nos partenaires, les paramédics, on juge que c'est des personnes qui peuvent facilement travailler avec nous dans différents projets. Et ce qu'on fait au fond avec la Fondation de la paramédic, je vais vous les présenter, c'est qu'au tout début, on a eu un projet pilote, la MRC, donc on leur a donné à ces paramédics, on leur a fait suivre, au fond, une formation sentinelle qui a été mise
sur pied spécialement pour les paramédics. Tantôt, j'ai parlé de la formation sentinelle pour ceux qui vont en apprendre davantage sur les signes de vieillissement normaux et accélérés des aînés. Il y en a une en ligne, il y en a une qui est donnée par les équipes de géographie sociale, mais on en a fait une plus spécifique pour les paramédics, justement, pour justement répondre à la réalité de leurs actions, à la réalité de leur accompagnement qu'ils font. Et c'est là qu'on a commencé un projet pilote au début avec le groupe Candy dans la MRC des Basques pour pouvoir justement former les paramédics, former aussi des administrateurs, des gestionnaires pour savoir justement, on parle d'un cas, parce que c'est un cas que justement, on pourrait référer à notre équipe de géographie sociale locale pour justement que la personne puisse profiter d'un accompagnement supplémentaire à part de juste des paramédics qui se présentent, disent, vérifier les signes vitaux, puis demander à la personne est-ce que vous voulez venir avec nous ou est-ce que vous voulez justement rester à la maison parce que voilà, une personne âgée ne sera pas forcée, à moins qu'il y ait des signes d'urgence à agir, d'aller à l'hôpital. Les paramédics respectent toujours leur consentement. Par la suite, le projet a été développé dans la MRC Odeoyo-Yamaska et dans la MRC du Granit, où ce qu'on a eu, au fond, jusqu'à présent, 59 paramédics sont formés, ainsi que 10 gestionnaires des groupes de SEPCOM et CAMBI, donc c'est les groupes de paramédics locaux. Puis ça nous a amené depuis 2022 à 180 alertes, donc 180 accompagnements qui étaient faits auprès des navigatrices de ces trois équipes-là, donc du Granit, Granby et des Basques, pour pouvoir accompagner davantage ces aînés. Et c'est là que, quand je disais tantôt que le but d'une équipe de géographie sociale, c'est de créer des partenariats, c'est là-dedans qu'on veut aller là-dedans. Donc, ce qui est important pour les équipes qui sont présentes aujourd'hui, mais aussi les aînés qui ont fait des équipes de géographie sociale locale, c'est là-dedans, c'est un projet où on demande aux équipes de faire appel à vos retours. Donc, quelle est l'organisation qui s'occupe des soins préhospitaliers chez vous? Ça peut être Cambi, des SOCAM, ça peut être d'autres aussi. Et est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec eux pour qu'on puisse les former? Nous, on vous informe, écoute, exemple, le groupe Cambi, nous en avons formé 59 paramédics et 10 gestionnaires. Donc, ils connaissent l'équipe de géographie sociale. Ici, si, mettons, on parle de Granit, mais là, je vois Marie-Ève, mais si on parle de l'équipe du SABB, ils vont connaître Marie-Ève, Laurence et Marie-Josée. Donc, ils vont savoir que si on a des alertes ou des aînés qui disent hey, ça serait un beau cas pour la géographie sociale, ils vont pouvoir se mettre en contact toujours dans le référencement qu'on parle collaborateur, puis toujours dans le respect du consentement de l'aîné, évidemment. Je rappelle que même si c'est un ambulancier qui nous contacte, si Marie-Ève contacte l'aîné, puis l'aîné dit non, je n'ai pas besoin de soins, pas pour l'instant, c'est parfait, voici mon numéro, si vous êtes prêt à me rencontrer, vous pouvez le faire. Ça se peut, justement, chaque navigatrice, chaque navigateur a une façon aussi de relancer l'aîné et de faire un suivi là-dessus. Mais tu sais, les équipes vont pouvoir aller l'accord de l'aîné pour le rencontrer, même si on trouve importante et légitime la demande du paramédic. Est-ce qu'avec ça, c'est clair pour l'instant? Donc, ce projet-là, comme je disais, j'étais content qu'on ait pris plus de fonds pour la fibrillation auriculaire, excusez, pas la défibrillation, la fibrillation auriculaire, parce que justement, en soi, le projet de collaboration avec les paramédics, c'est un projet qui est un des beaux exemples que ce n'est pas juste les navigatrices sociales qui portent ça sur elles, c'est vraiment dans la collaboration, dans la discussion, puis justement dans l'échange d'informations et comment le faire de façon confidentielle et comment le faire de façon à respecter le désir de l'usager qu'on accompagne, de l'aîné qu'on accompagne ou du prochain. Marilyn. Oui, moi, si je peux me permettre, là, je suis travailleuse de milieu depuis à peine 1 mois, mais par contre, paramédic 20 ans dans la région des Basques. Et effectivement, on avait reçu notre formation le 4 ans pour la gériatrie sociale. Au début, ça fonctionnait super bien. Malheureusement, là, depuis, je dirais, 2 ans, il n'y a pratiquement plus d'alertes qui se font. Et pour ça, simplement pour vérifier, moi, j'ai fait une alerte là, dans les 3 dernières semaines juste pour voir où est-ce que ça se rendait et ça se rend comme plus de nulle part. Fait qu'on ne sait pas celle qui a repris la place au niveau du 6. Il n'y a comme pas de suivi qui s'est fait. Puis ça, c'est comme le projet initial, mais au niveau provincial, on a un nouveau projet gériatrie. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, on commence nos formations là, justement en novembre et on va faire des alertes directement sur nos tablettes et ça va tomber dans l'équipe de AOR là, directement avec le 6. Oui, ça, c'est un autre projet justement que quand on a travaillé avec des SEPCOM, ça s'est évolué vers justement la formation que le gouvernement va pouvoir offrir aux paramédics. C'est sûr que nous, on va continuer à faire une programmation qui va être justement en complémentarité à ça parce que ce que vous apportez là, Marilyn, ça nous intéresse justement de savoir justement est-ce que la trajectoire est toujours maintenue par nos partenaires, puis justement s'il y a une clarification, une bonification ou une modification à faire, bien, ça va pouvoir le faire tout dépendant justement de la région où le projet évolue. Je vous remercie pour votre commentaire.
J'ai besoin de questions. Merci Alexandra, je te souhaite une bonne journée et une belle après-midi. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions par rapport au projet? Camille. Ou Marilyn, Oui. est-ce que c'est une ancienne main? Désolée, c'est une ancienne main. OK, parfait, mais merci. Je voulais juste pas vous bypasser, désolé. Camille. Oui, la formation Sentinelle pour les paramédics, justement, c'est vraiment donné par la fondation, genre Élise ou Isabelle, vu qu'elle est vraiment bonifiée tout ça. Celle que nous, on donne, oui, ça va être donné par Élise ou Isabelle. Puis comme elle vient de donner, il y a une nouvelle qui va être offerte justement par le ministère de la Santé, par le gouvernement. Mais celle OK. que nous, on donnait, oui, c'est toujours Isabelle ou Élise qui la donne. Les seules fois qu'une formation en santé naturelle, ça a été par moi en anglais, mais ce n'était pas celle au paramédic, parce que justement, je ne l'ai pas suivi pour pouvoir l'animer, mais sinon, c'est vraiment nos deux collègues cliniques. Parfait, merci. Parfait. Écoutez, on arrive à la fin. Je voulais avoir aujourd'hui votre avis. Ça fait 4 projets que je vous présente, ceux qui ont été là les deux, ceux qui sont juste là aujourd'hui. L'objectif de l'innovation, c'est pas juste de vous faire des présentations, mais vous allez le voir surtout dans le l'innovation de décembre, pour ceux qui veulent participer, le docteur Lemaire va être avec nous. C'est de pouvoir discuter avec vous, les citoyens, les proches aidants, les agents des MRC, les intervenantes, les coordonnateurs et tout autre partenaire de quel besoin vous voyez justement en innovation que aurait besoin d'être discuté, d'être cogité ou d'être justement débattu pour qu'on puisse voir si jamais un projet qui pourrait être potentiel pour qu'il soit développé au LISA ou qu'il soit juste transféré par le LISA vers d'autres projets. Je ne l'ai pas dit au début, mais la force au LISA, c'est que nos projets, on ne veut pas que les équipes de gestion sociale partent à zéro à chaque fois. Je parlais tantôt du projet d'équipement adapté à la mobilité. Bien, ça a débuté au SABB à la capitale nationale, et par la suite, ça a juste été modelé pour les réalités de Saint-Laurent, de Laval, des Basques, de Granby et des autres équipes qui participent à ce jour. Fait que c'est là la force justement, c'est que si jamais il y a un projet qu'on voit qui fonctionne, bien, on ne va pas refaire la roue, on ne va pas partir de la machine, on va voir comment on peut collaborer avec l'organisation qui l'offre et aller le développer différemment. C'est celui de dépistage EFA, c'est un bel exemple, c'est qu'on n'invente pas là-dessus, on fait juste s'assurer comment les trajectoires puis les collaborations et les discussions sont établies puis comment on peut les bonifier après chaque utilisation. Parce qu'au fond, on dit tout le temps, dans l'innovation, ben, on n'a jamais fini d'évoluer puis il y a toujours une nouvelle occasion de pouvoir se faire mieux. Marielle. Je me demandais, moi, si les pharmacies avaient été approchées pour ce genre de partenariat-là, parce que les autres aussi, c'est quand même des gens qui pourraient nous référer des alertes, là, mettons. Je te dirais que je sais que Élise et Isabelle étaient prêts pour pouvoir préparer une formation spécifique pour des pharmaciens. C'était pas seulement dans les objectifs, mais c'est quelque chose qu'on peut aller de plus en plus. Pour les policiers, Camille, je vois ton commentaire dans le chat. Je pense que vous avez déjà été approché à Laval. Je sais qu'à Saint-Laurent, on avait quand même une belle collaboration avec les policiers communautaires parce que ce pas tous les services de police qui ont le poste de policier communautaire. Fait que ces policiers communautaires-là, ont reçu la formation Sentinelle. On l'avait offert aussi aux cadets qui nous accompagnent lors des marches de Montréal et de Québec pour justement plus en apprendre. Mais le point quand même, Marie-Ève, est très important parce que justement, c'est d'aller voir nos partenaires. Si jamais c'est une équipe qui dit, écoute, moi, je connais très bien un propriétaire qui a 3 gens coutus dans ma localité, ben, on pourrait commencer déjà comme projet pilote, comme je dis au Lison, on commence toujours avec un petit échantillon pour voir par la suite qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Puis, hey, ça fonctionne, pourquoi ne pas le répéter si c'est à Québec, ou par la suite à Longueuil, par la suite justement en Beauce ou en Implémentor. OK. Fait que merci Puis, pour le commentaire. Puis, juste un autre, on se fait approcher, nous aussi, des fois, pour aller parler à des futurs intervenants qui sont en train d'apprendre à l'école. Je ne sais pas si c'est dans les différents programmes de paramédics, infirmiers, n'importe quoi, limite, le préposé, si ça pourrait être glissé dans les programmes, ces informations-là, parce que on côtoie des stagiaires qui, eux, rapportent ça dans leur milieu de stage, qui rapportent ça dans leur communauté de pratique de stage, là. Puis, tu sais, on est encore beaucoup, 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 beaucoup méconnus, même pour des professeurs qui ont été sur le terrain longtemps, mais c'est ça, ça fait longtemps.
Fait que je ne sais pas si c'est approcher les programmes de différents cégeps, ça pourrait être Oui, partir de la ben base. écoute, là, m'envoles mon peu parce que dans la prochaine communauté pratique, on va faire les navigatrices. Je vais parler justement de la prospection, de la visibilité. Puis l'exemple que tu apportes là, l'équipe de Laval offre déjà une formation sentinelle. Si je ne me trompe pas, c'est aux jeunes secondaires, mais je pense qu'elle peut être adaptée par la suite aux jeunes qui étudient en intervention en délinquance, en technique de travail social et ainsi de choses. Fait que, tu sais, ce que je veux que tout le monde retienne aujourd'hui, c'est qu'on peut adapter la formation sentinelle. Si on l'a adapté en anglais pour la communauté anglophone, on l'a adapté pour les petits frères parce que c'est des bénévoles auprès des aînés, puis qu'on peut l'adapter selon le type de sentinelle ou de personnes qui évoluent avec les aînés. Et qu'en tout moment, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis si jamais une équipe qui veut essayer comme celui-là, ben, hey, on veut former les gens en intervention en délinquance ou en technique de travail social, ben, on va pouvoir vous accompagner pour voir comment le faire de façon adéquate aussi. Écoutez, je vois qu'on arrive à la fin. Donc, je sais qu'il y en a qui ont des rendez-vous qui commencent déjà à 1 heure. Fait que si personne n'a d'autres commentaires ou questions, je vous remercie encore pour votre participation. Gardez en tête que le but des migrations, c'est justement qu'on puisse collaborer davantage et qu'on puisse échanger là-dessus. Fait que sinon, moi, je vous invite aux prochaines innovations qui aura lieu en novembre, le 20 novembre. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle après-midi. Merci beaucoup, Louise. Au revoir. Merci, bye bye. Bonne journée.